Alors, vous avez suivi comme des millions de Français l'enterrement de Johnny Hallyday. Est-ce que vous avez été, comme certains, choqués par l'entrave supposée à la laïcité que fut cet enterrement à la Madeleine? Enfin, cet enterrement, ces obsèques plutôt à la Madeleine. Absolument. Écoutez, moi j'ai été frappé non pas par le fait qu'on allait à la Madeleine, mais justement par la ferveur populaire et par le fait que ça ne posait aucun problème. Après tout, je me suis dit que la Madeleine, c'était ça. Ça avait été édifié par Napoléon justement pour réconcilier les deux France après la Révolution. Dans cet esprit-là. Il l'avait fait pour ça. Donc ça marche pas si mal. Mais vous avez entendu, comme moi, Jean-Luc Mélenchon, s'agacer, surtout que cet événement a eu lieu exactement à la date, au mois de décembre, comme cette loi de séparation de l'Église et de l'État de décembre 1905. Est-ce que vous lui donnez quand même raison sur cette idée qu'on a quand même un peu mélangé des choses religieuses et des choses d'État avec le président de la République qui vient à la Madeleine, je vais lui donner quasiment presque sur le point de se signer devant le mais cercueil. tout à fait, mais moi ça m'aurait pas choqué qu'il agite le goupillon sur le cercueil. Ça m'aurait pas choqué. Emmanuel Macron est catholique, il a bien le droit d'être catholique. Le général de Gaulle priait à l'église. Il ne communiait pas quand il était président de la République. Vous voyez les nuances. Et il a fait le discours sur le parvis et non pas dans l'église. Donc la séparation du temporel et du spirituel a bien été respectée. En fait, ce qui est intéressant, c'est que Mélenchon se réfère à une tradition politique qui n'est pas celle de la loi de 1905, mais qui en revanche a déjà agité les débats au moment du vote de cette loi. D'un côté, je vais faire vite, d'un côté il y avait Briand et Jaurès qui disaient il faut séparer l'Église et l'État, le temporel et le spirituel, mais il ne faut pas déchristianiser la société. Jaurès avait une formule, cette loi est révolutionnaire, elle n'est pas schismatique. Bon. Et on avait l'extrême gauche, qui est l'ancêtre de Mélenchon, qui disait il faut aller plus loin, il faut déchristianiser la société. Il faut éteindre les lumières dans le ciel. La fameuse formule de Viviani, le socialiste. Mélenchon, c'est ça. C'est l'héritier de... C'est l'héritier de ça. Sauf qu'il ne comprend pas deux choses. Il fait semblant de ne pas comprendre. Il ne fait semblant de ne pas comprendre que le problème du pouvoir temporel de l'Église est révolu. Ça fait rire tout le monde aujourd'hui. Le pouvoir temporel de l'Église. Hein. On n'est plus au Louis XIV, on n'est même pas en 1900. Bon, donc c'est terminé. Et ça, si vous voulez mettre une claque à l'Église aujourd'hui, c'est la fameuse expression de Karl Marx que j'aime beaucoup, c'est mettre une claque à sa grand-mère. Donc ça, Mélenchon, il met une claque à sa grand-mère. En revanche, là, quand il a un fils turbulent comme l'islam, qui lui n'a jamais connu la séparation entre le temporel et le spirituel, c'est pas dans sa civilisation, c'est pas dans son histoire. Il ne l'a jamais connu. Là, effectivement, il ne le voit pas, Mélenchon. Il voit plus le problème de la laïcité. Il faut dire que une grosse partie de ses électeurs vient des gens de cette confession. Mais vous n'avez pas le sentiment qu'on a quand même plus de tolérance pour des manifestations de la religion chrétienne par des figures de l'État que on est plus tolérant avec ces manifestations-là qu'avec des manifestations de l'islam quand il y a des prières dans la rue. Là, il y a quand même ça n'a rien à voir. Là, c'était dans une église. Les gens, ils n'ont pas prié dans la rue. La laïcité, c'est la séparation du temporel et spirituel, je l'ai dit. Mais c'est aussi la séparation, en France en tout cas, du public et du privé. Vous savez, c'est la fameuse phrase, on disait juifs dans la rue, juifs à la maison, français dans la rue. Phrase célèbre. C'est ça la laïcité. Donc on est musulman, en l'occurrence, chez soi. On ne prie pas dans la rue. Là, c'est une preuve vraiment, une offense faite à la laïcité et faite à la séparation de la religion et de l'espace public. C'est comme tous les vêtements ostensiblement religieux qu'arborent certains fidèles de l'islam. Ça, pour moi, c'est une offense à la laïcité. Mais en fait, c'est plus un problème d'assimilation que de laïcité. C'est-à-dire c'est-à-dire que la laïcité, on le voit, on l'a vu à la Madeleine, ça fonctionne très bien. En revanche, tous ces phénomènes-là dont je parle, c'est des phénomènes d'assimilation. C'est-à-dire que devenir français, quand on est étranger, quand on est fils d'étranger, c'est assimiler un corpus culturel, historique. Et là, il y a, parmi les gens qui se réfèrent à l'islam, il y a une partie de ces gens-là qui ne veulent pas assimiler ce corpus français parce qu'il est évidemment imprégné de catholicisme. Et oui, c'est toute la discussion, mais on n'arrive pas à la voir, alors on préfère parler de laïcité. Qui, je crois, n'est pas terminée. Voilà. Merci beaucoup, Éric. Éric Zemmour. Bonjour. Dans la chronique de cette semaine du Figaro Magazine, vous parlez des djihadistes qui reviennent en France, et selon vous, il y a une espèce de peur de l'État français et de la justice par rapport à ces djihadistes, mais on n'a pas peur d'eux parce qu'ils sont dangereux, on aurait peur de les juger. C'est-à-dire que ce qui me frappe beaucoup, c'est le contexte. Ils rentrent,
Déjà, on est étonné qu'ils rentrent. Qu'après tout, des gens qui sont allés faire la guerre contre nos soldats, normalement, on se demande pourquoi ils rentrent. Bon, déjà, ils rentrent. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on les met en prison? Est-ce que c'est des ennemis? Est-ce que c'est des gens qu'on doit soigner? On sent un grand désarroi, en vérité, des autorités et de la France face à ces ennemis de l'intérieur qu'on ne veut pas reconnaître comme des ennemis. Votre thèse, c'est que on n'a pas envie d'être en guerre. On dit qu'on l'est, mais on préfère être du côté des victimes, ou bien des victimes des attentats, ou bien de ces radicalisés qui en fait seraient presque des malades et donc en quelque sorte des victimes aussi. Vous savez, j'étais pas le premier à le dire. Aujourd'hui, c'est le culte de la victime. Ça fait des années que c'est comme ça. Tout le monde veut être victime. On veut être tous victimes et personne ne veut être bourreau. Personne ne veut être un héros. Exactement, parce que personne ne veut être bourreau. Parce qu'on a transformé tous les héros en bourreaux. C'est tout le travail, mais on ne va pas revenir sur cette discussion depuis des années. Et donc, si tout le monde est victime, évidemment, même les djihadistes sont victimes. Même Abdelkader Mera est victime, même la mère de Mera est victime, tout le monde est victime. Même Mera, à la limite, est victime. Puisqu'il a certes massacré des enfants parce qu'ils étaient juifs ou des soldats français parce qu'ils étaient musulmans, mais lui aussi c'est une victime de sa condition, de son origine, de ses discriminations, etc. Vous voyez, c'est un contexte général et qui nous saute au visage aujourd'hui et on ne sait pas quoi faire de toutes ces victimes qui n'en sont pas. Alors vous connaissez cette thèse qui était notamment développée par Éric Dupond-Moretti, l'avocat d'Abdelkader Mera, disant mais nous devons respecter toutes les règles de droit, c'est l'honneur de la démocratie. Alors voilà, c'est la grande discussion de fond. En vérité, Dupond-Moretti aura au moins eu cette utilité, c'est de poser le problème de fond. C'est-à-dire, est-ce que nous considérons ces gens-là comme des délinquants normaux à qui on doit appliquer les règles de droit normales d'un état de droit avec toutes les protections que prévoit notre droit, ou est-ce que nous considérons que ce sont des ennemis et qu'on est en guerre avec eux et qu'on doit leur appliquer un régime de belligérants et donc aucunement de délinquants? Vous voyez, c'est toute la distinction. Et Dupond-Moretti et les autres, il n'est pas tout seul à dire ça, nous disent plus, ils nous disent en fait, toute la stratégie de Daesh et de ces djihadistes, c'est de nous obliger à sortir de nos règles de droit et de montrer qu'en fait, nous ne sommes pas des démocraties. Je n'y crois pas du tout. Pardonnez-moi, je pense que c'est une dialectique que j'appellerais transférée. C'est-à-dire que c'est la dialectique, je ne sais pas si vous vous en souvenez, de l'extrême gauche des années 70. Vous savez, la bande Abadher, les Brigades Rouges, Action Directe, vous vous souvenez de tous ces gens qui disaient, en fait, la démocratie est le faux-nez du régime totalitaire du capitalisme, et donc, en faisant des attentats, nous allons montrer que, comme ils vont nous traiter mal, en fait, c'est vraiment un pouvoir tyrannique et totalitaire. C'est une dialectique marxiste. C'est une dialectique complètement désuète. C'est pas la dialectique des djihadistes. Les djihadistes, eux, ils sont beaucoup plus simples. Ils tuent pour tuer, ils tuent pour effrayer et pour affaiblir et pour montrer la faiblesse de l'ennemi. Alors, dans ce cas-là, soit on montre qu'on est faible, c'est exactement ce qu'ils attendent, contrairement à ce que nous disent nos subtiles exégètes du droit, ou alors, c'est ce qu'on fait, on continue à montrer notre faiblesse en respectant scrupuleusement nos principes de droit et même, je dirais, en respectant nos valeurs d'une civilisation douce, féminine, qui a tout à fait sa grandeur en temps de paix, mais qui en temps de guerre montre une faiblesse coupable. Merci Éric Zemmour. Les nationalistes à l'Assemblée corse ne semblent pas inquiétés à Paris, comme s'il y avait une espèce de folklore dans cette langue corse, cette nation revendiquée. Mais pour vous, c'est tout sauf anecdotique. C'est-à-dire que c'est très étonnant, effectivement, vous avez raison, la réaction et du pouvoir, et des politiques, et même des médias. Vous aurez remarqué une espèce d'unanimité bienveillante. Oui, c'est pas grave. En plus, ils se disent plus nationalistes, ils se disent autonomistes. Donc c'est extraordinaire. En France, on change un mot et tout a changé. Ils ont déposé les armes, certes. Ils ne parlent plus de faire des attentats et donc tout va bien. Et il me semble, moi, que rien n'a changé en vérité. Monsieur Gilles Simeoni parle toujours de peuple corse. Et si les mots ont un sens, c'est un peuple corse. Il ne peut pas y avoir de peuple français. Ils ne sont pas membres du peuple français. Donc là, il y a une divergence fondamentale qui fonde d'ailleurs leur projet nationaliste.
Mais peut-être que s'il n'y a pas d'inquiétude, c'est parce qu'on se dit, ils n'iront pas jusqu'à demander l'indépendance, ne serait-ce qu'à cause du lien économique ou du besoin d'argent public qui lie la Corse à la France. Alors moi je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est que la Catalogne a ridiculisé pour un temps toutes les revendications indépendantistes. Et d'ailleurs, les dirigeants nationalistes corses en ont tout à fait conscience, puisqu'ils ont pris soin de dire mais nous on veut pas la Catalogne, nous on veut la Sardaigne. Ce qui est une embrouille très drôle, parce que la Sardaigne, d'abord, tout le monde s'en fout, personne ne sait ce qui se passe en Sardaigne. Et deuxièmement, la Sardaigne, c'est un statut très autonomiste qui était celui de la Catalogne il y a 20 ans. Donc en fait, évidemment, ils reviennent en arrière pour pour éviter de sacrifier leur idéal. Bien sûr. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous avez tout à fait raison. On a l'impression que la Corse, contrairement à la Catalogne d'ailleurs, est plus pauvre que le reste de la France, et donc qu'elle est dépendante de cette solidarité nationale que par ailleurs ils rejettent, puisqu'ils ne font pas partie de la nation française. En fait, on se trompe, je pense, parce que les considérations économiques ne sont pas toujours les premières. On a vu avec le Brexit qu'un peuple pouvait sacrifier délibérément, alors qu'on l'avait averti, ses intérêts matériels, économiques, car il pensait que son identité nationale était en jeu. Vous parlez d'identité. Selon vous, la dimension identitaire, elle est forte dans le vote corse? Moi, je pense qu'elle n'est pas forte, elle est essentielle. C'est-à-dire, vous le savez bien, les mêmes Corses qui donnent la majorité aux nationalistes aux élections locales donnent la première place à Marine Le Pen. On pourrait y voir une contradiction fondamentale, puisque Marine Le Pen défend le vieux projet jacobin traditionnel. Donc c'est une contradiction, mais en fait c'est une grande cohérence. C'est parce que les mêmes Corses veulent défendre l'identité corse et l'identité française, qui est beaucoup plus proche que les nationalistes ne le disent, contre un islam irrédentiste qui s'étend dans l'espace public, qui veut s'imposer dans l'espace public, comme on l'a vu les querelles de l'été 2016 autour du burkini sur les plages. En fait, c'est le même vote. C'est un vote, que ça soit pour les nationalistes ou pour Marine Le Pen à la présidentielle, c'est pas un vote nationaliste, c'est pas un vote même autonomie, c'est un vote identitaire. Et les nationalistes sont regardés par les Corses comme ceux qui défendent le mieux l'identité corse et française contre l'islam. C'est ça, d'après moi, le vrai sujet de cette élection de Corse, mais évidemment, personne n'en parle. Merci Éric Zemmour.